Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 130e site rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes et bonjour à tous, quoi. Oui, tous les téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre fidélité et merci pour les commentaires que vous laissez sous la vidéo. Sans transition, on va commencer tout de suite avec le Proche-Orient et notamment l'Irak où vient d'avoir lieu la marche de la quarantaine donc, qui convergeait vers Kerbala si je ne me trompe pas, qui est une ville sainte pour les chiites. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Alors justement cette marche a été très très importante. Il y a plus de 20 millions de personnes qui sont allées à pied depuis longue distance par une grande chaleur. Il y a 5 millions de personnes de l'extérieur de l'Irak et des milliers d'étrangers. Donc, c'est en fait c'est quelque chose de très important. C'est un événement important, pas seulement pour les chiites, c'est un événement important pour les musulmans. Depuis 2 ans, il y a dans cet événement une marche pour la Palestine aussi, à l'intérieur. Donc, il y a un cortège palestinien, je peux dire, l'appel de l'Aqsa, et qui, en fait, par ses faits, relie la lutte des Palestiniens pour la libération de leur pays, pour la protection de l'Aqsa. Il la relie à la lutte de Hussein aussi contre l'injustice, puisque l'affaire palestinienne est une grande injustice aussi. Et donc ça, c'est une union, on peut dire, dans les croyances et puis dans la lutte contre les injustices. Et ça devient très, très important. Ça donne un tonus important à la lutte, à l'unité entre le peuple palestinien et tous les peuples qui luttent contre l'injustice. Oui. Tous les peuples. Donc pas seulement les peuples musulmans, les peuples arabes, etc., mais aussi les peuples du Venezuela, du Cuba, de Chili, etc., qui luttent contre et l'ingérence américaine. Donc ça prend une ampleur mondiale et une coloration déterminée, une coloration aussi à la fois politique et religieuse qui est très importante, sans laisser les chrétiens non plus de côté, parce que les chrétiens palestiniens sont aussi ils se battent aussi pour Al-Aqsa et ils se battent aussi pour l'église pour Jérusalem, en fait. Oui. Jérusalem est arabe, donc ça continue. Ils sont persécutés tout autant que les musulmans. Absolument, tout à fait. Donc voilà, ça c'est très important. Voilà, vas-y. Oui, on va parler maintenant peut-être du 40e anniversaire, puisque c'était la marche de la quarantaine, c'est les 40 en ce moment. Oui, voilà. C'est le 40e anniversaire du massacre de Sabra et Shatila dans un camp de réfugiés palestiniens donc, au Liban. C'était en 1982. Et donc il y a notamment les phalanges chrétiennes de l'époque qui avaient participé à ces massacres. Et cela s'est fait on peut dire sous l'égide de l'armée israélienne qui assistait à ce massacre. Ariel Sharon, qui assistait du haut d'une colline et qui a participé, parce que c'est notamment montré dans le film Valse avec Bachir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet événement et de la commémoration de cet événement? Alors, je voudrais parler de l'événement, mais aussi de ce que ça représente, en fait, parce que ce massacre, effectivement, a été perpétré par les Israéliens, mais avec des mains, je dirais, de ces mouvements libanais, oui, des proxys, libanais, c'est justement les troupes de Jarjar, les milices de Jarjar et de Bachir Ismaïl, des phalangistes en fait à l'époque. Mais par contre, tout ça, ça a été pensé, conçu, etc. par Sharon. Et ce sont eux qui ont éclairé
Le ciel, et le résultat a été des milliers de personnes qui ont été tuées, découpées dans une nuit sans lumière et sans lune, comme on dit. Et donc, c'était assez horrible, en fait. Moi, j'ai entendu des personnes qui en parlaient, qui disaient ça, des mois après, ça sentait la mort, en fait. Et les corps, ils étaient partout, des enfants, des femmes, des vieux, etc. C'est le massacre le plus vilain, le plus horrible, le plus laid, qui montre la laideur totale des sionistes, hein, et des Israéliens. En fait, donc des milliers de morts, et des enfants qui ont été même, comment dire, qui ont été massacrés dans leur lit. Et je voudrais dire que c'est pas du tout étranger à ces forces, de la domination, des proxys qui sont américaines, qui sont sionistes, etc. Puisque en Syrie, il y a 10 ans, ça a été aussi la même chose. Des villages entiers ont disparu, ont été décimés, euh, et complètement, des gens qui ont été tués dans leur lit, mais massacrés, égorgés vivants dans leur lit, devant leurs enfants, etc., etc. Donc ça, c'est une pratique courante, des Américains, des Israéliens, et dans l'horreur. Voilà, l'idée, c'est de dire, c'est vraiment quelque chose qui est à condamner, à ne pas oublier. C'est pas, on dit, excusez-nous, on s'est trompé et c'est fini, hein, comme certains ont eu tendance à dire, quand vous voyez par exemple Blair, en ce qui concerne la guerre, l'invasion de l'Irak, hein, on lui dit oui, mais il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Eh oui, mais effectivement, on s'était trompé, mais c'était utile. Voilà, c'est ce que Blair a déclaré en toute nonchalance. Donc voilà comment ces gens-là traitent le peuple, le sang du peuple, le sang des milliers de personnes. Tu te rappelles aussi Donc de la en fait, déclaration là, de Madeleine Albright à propos de l'embargo sur l'Irak, où il y a des oui, centaines de milliers de bien victimes, des sûr. millions de morts. Oui, oui. C'est vraiment, Ouais. effectivement, Oui, elle a dit que c'était utile. Ouais. il faut l'entendre pour le Non, croire. mais Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous parler également du massacre? Pardon. Donc, je voudrais dire quand même quelque chose, à ce niveau. Mhm. C'est important de le savoir. C'est important aussi de savoir qu'il n'y avait pas que des Palestiniens dans ce camp qui ont été massacrés. Il y a des gens de partout, et donc il y avait des Libanais. Il y a 1900 Libanais qui ont été massacrés. Et jusqu'à maintenant, il y a 55 500 personnes palestiniennes. Il y a 500 à 600 personnes jusqu'à maintenant qui sont introuvables et qui sont disparus. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et ça, c'est l'horreur pour les familles, en plus de l'horreur de la mort et l'horreur de voir ces crimes, tous ces crimes vraiment chez soi, quoi. Et sans aucune raison, comme ça, il a fallu, ils ont débarqué une nuit, ils l'ont fait. Les Israéliens, alors Sharon, ça a été vraiment travaillé avec et une coordination des rôles, je dirais, un partage des rôles entre les Israéliens qui éclairaient, qui faisaient des bombes éclairantes pour que le massacre puisse se faire la nuit, et puis les autres qui ont commencé, qui ont ouvert des ventres, qui ont coupé des têtes, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je voudrais dire quand même c'était pas que ça. Il y a eu le massacre du 13 septembre 1993. Si on voulait reciter tous les massacres commis par les Israéliens, par les sionistes, hein, en Syrie, au Liban, en Palestine, il y aurait des milliers de massacres, et en fait, il y a de quoi les faire pourrir, je dirais, s'il y avait une justice dans le monde, dans les prisons mondiales, pour des crimes contre l'humanité, pour la vie, ces gens-là.
crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc. Mais donc, voilà, il faut savoir aussi qu'après, il y a eu les accords d'Oslo, où les Palestiniens ont cru aussi en reconnaissant l'État d'Israël et en reconnaissant effectivement des frontières et la possibilité de vivre ensemble en paix, ils y ont cru. C'était une véritable illusion. Depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, au moins 9000 personnes sont mortes. Il y a tous les ans des milliers de massacres aussi et des arrestations, etc. On voit aujourd'hui encore, il y a une véritable escalade contre les Palestiniens. L'armée israélienne envahit les villes, envahit la ville de Jénine, envahit la ville de Tolkarem, envahit la ville de Naplouse, envahit la ville de Jalil et vont arrêter les gens dans leur lit, ils les sortent, et même les enfants. Il faut savoir quand même que maintenant, de plus en plus, ils s'attaquent aux enfants. Il y a des centaines d'enfants dans les prisons, des femmes aussi, des centaines de femmes qui sont aussi privées de leurs enfants, sans parler des assassinats à bout portant. Aussi bien des militants ou des simples civils palestiniens, mais aussi même de la presse. Je rappelle quand même l'assassinat de Shirin Abu Akleh, l'assassinat d'une autre journaliste qui a été aussi tuée. Et en fait, donc c'est toujours avec des balles. En plus, maintenant, c'est avec des balles qui continuent, des balles à fragmentation, qui explosent à l'intérieur du corps et qui détruisent complètement tout ce qui est à l'intérieur, en fait. Hein. On en a beaucoup parlé lors de l'assassinat de Shirin Abu Akleh, où il n'y avait plus de crâne. En fait, hein. Alors, puisqu'on parle donc, le comble du crime, le comble du crime et le comble de l'horreur, vraiment. Et ça, il faut que le monde s'en rende compte quand même. Voilà. Alors, puisqu'on parle du Liban et d'Israël, on peut certainement aborder la question du puits de Karish, puisqu'on en avait parlé plusieurs fois dans les précédents sitrep, et notamment de l'ultimatum du 15 septembre que Nasrallah avait donné à l'Iran. On est aujourd'hui le 18 septembre. Et... À l'Iran pardon, excusez-moi, à Israël. Excusez-moi, à Israël. Que Nasrallah avait donné un ultimatum à Israël par rapport au puits de Karish. À l'occupant israélien. Oui, oui. À l'occupant israélien. Oui, j'ai dit l'Iran, ma langue a fauché, toutes mes excuses. Du coup, effectivement, il n'y a pas eu d'opération militaire. En fait, Israël. Pardon. Oui, donc du coup, oui, effectivement, Israël n'a pas commencé à pomper. C'est ce qu'on peut constater. Alors, ce que je peux dire, en fait, il faut quand même remettre les choses un petit peu au clair. Israël, l'État d'occupation, c'est un occupant du sol palestinien qui veut exploiter les richesses palestiniennes en plus, à quoi il n'a absolument aucun droit. En tant qu'occupant, il n'a pas le droit d'exploiter les richesses palestiniennes qui sont donc dans la Méditerranée. Mais ils prétendent aussi que ces richesses sont les leurs, mais en plus, ils lorgnent sur les richesses libanaises. Donc le puits de Karish, qui est libanais, avec une toute petite partie selon la ligne de frontières maritimes. C'est une ligne qui n'est pas tracée et il y a eu des discussions, il n'y a pas des discussions directes d'ailleurs, pas avec l'État d'occupation, mais avec un intermédiaire qui est comme par hasard Amos Hochstein, qui est américain et qui est juif israélien en même temps, qui n'a rien de neutre dans l'affaire, et d'un côté, et de l'autre côté, qui n'est pas technicien, mais en fait qui est quand même imposé par les Américains pour ça, et qui est donc là pour défendre les intérêts israéliens.
Et de ce fait, effectivement, le Samahat al-Sheikh Nasrallah, il a bien mis les points sur les i en disant, de toute façon, tant que les frontières ne sont pas tracées et que et personne ne peut exploiter ce Karish, et nous irons de Karish après Karish et après Karish, parlant justement, faisant allusion à l'ensemble de la côte, donc jusqu'à Haïfa et jusqu'à Yafa, etc., qui ne sont rien d'autre que des terres palestiniennes, et nous irons jusque là-bas. Donc, en fait, effectivement, la mise en garde a été très... après cette mise en garde, il y a eu des drones de Hezbollah qui sont allés filmer, qui ont été aussi filmés par eux, et ce film a été montré à la télé pour montrer que de toute façon, nous, Hezbollah, nous vous avons à l'œil, en fait. Nous pouvons dominer, nous voyons tout ce que vous faites à Karish, après Karish. Nous avons la carte de tous les puits et nous avons la possibilité d'y accéder. Il faut savoir qu'il y a eu... Les drones sont partis et revenus sans que personne ne s'en aperçoive. Les Israéliens ont pris peur parce qu'ils n'ont pas pu les détecter. Et voilà. Donc là, c'est ça qui a un petit peu stoppé cet élan d'occupation et de vol, je dirais, des Israéliens. Et derrière, donc là maintenant, ils ont dit, ok, non, nous, on va pas exploiter ce pétrole en septembre, on va attendre octobre. Hein. Et on va attendre octobre, donc soit, mais hier, donc Samahat Sheikh Nasrallah a reprécisé, nous avons toutes nos armes dirigées à Karish, sur Karish, et nos yeux aussi, nous surveillons de très près ce que vous faites sur Karish. Et en fait, de toute façon, personne ne pourra exploiter quoi que ce soit en Méditerranée si le Liban n'a pas le droit ou ne commence pas aussi à pouvoir exploiter sa richesse. Mmh. Donc là, c'est très très important. En gros, nous ne vous laisserons pas exploiter ces richesses tant que nous, Libanais, on ne pourra pas exploiter les nôtres. Ça veut dire aussi qu'il y a une ligne de démarcation qui a été bien dessinée et qu'on se soit entendu là-dessus. Voilà. Alors, donc, ça, c'est comme ça. Pour clore avec le chapitre libanais, je voulais qu'on parle d'un dernier point. Même si on n'a pas trop d'informations, toi et moi, on a quand même vu passer la même information selon laquelle la FINUL aurait vu sa mission modifiée, son mandat modifié, au nom de la résolution 2016. Oui, elle a été mutée, sa mission, en fait. Au nom de la résolution 2650. Et donc, si tu peux nous en parler, ou si tu veux que j'en parle. Je préfère que tu en parles parce que c'est juste l'information. Oui. Nous, on a entendu ça et ça, c'est grave. C'est très grave parce que on fait muter la mission d'une force qui est là, juste une force de surveillance et d'interposition, plus de surveillance, qui devient une force d'occupation. Oui, parce que cette résolution dit effectivement que dorénavant la FINUL, donc les casques bleus au Liban, n'ont plus besoin de l'autorisation, n'ont plus besoin de se coordonner avec les forces libanaises pour leur déplacement. Donc en gros, qu'ils peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent. Ce qui est un changement majeur. Comme ils sont souvent très proches d'Israël, et justement, et ils fonctionnent avec les Israéliens, donc ils deviennent une force plutôt d'espionnage et d'occupation qui aide l'occupant. Voilà. C'est très grave. Alors, il y a eu plusieurs agressions. Oui. Il y a eu plusieurs agressions israéliennes sur l'aéroport de Damas. Pour la FINUL, on en reparlera peut-être dans un prochain site rep une fois qu'on aura un peu plus recoupé d'informations concernant ce changement. Donc en Syrie, effectivement, comme tu me le disais en préparant cette interview, il y a eu plusieurs agressions israéliennes sur l'aéroport de Damas, dont la dernière qui a fait 5 morts, si je ne me trompe pas. Donc on revient effectivement aux
aux agressions israéliennes qui n'arrêtent pas dans la région, contre les Palestiniens, contre les Irakiens, contre la Syrie et en fait contre le Liban, effectivement. Même contre le Yémen, parce qu'il faut savoir quand même qu'au Yémen, ce sont des avions israéliens, des aviateurs israéliens qui bombardent le Yémen. Depuis 2015, depuis le début de cette guerre complètement injuste qui a été cette agression contre le Yémen. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, effectivement, pendant ces 2 semaines, depuis notre dernier SITREP jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs agressions. La dernière en date, ça a été hier à minuit. Et puis celle d'avant, contre l'aéroport de Damas et dans la région un peu sud de Damas. Et celle d'avant, contre l'aéroport d'Alep et l'aéroport de Damas, en fait. Donc, dans la dernière, l'aéroport de Damas et d'Alep, ils ont été arrêtés tous les deux. Les vols ont été arrêtés pendant 2-3 jours. Bon, heureusement, les Syriens ont reconstruit très vite et réparé très vite les 2 aéroports et qui ont repris leurs activités. Et hier, donc, à nouveau, agression contre l'aéroport de Damas. 5 soldats tués, ils sont devenus soldats syriens qui ont été tués par ces bombardements, donc des martyrs de la guerre en fait, et tout ça sans aucune raison. Alors comme ça, de temps en temps, ils se baladent, ils tabassent. Alors, effectivement, heureusement que les défenses syriennes se sont opposés à eux, parce que c'est 2 avions F-16 qui ont envoyé des salves de missiles à partir du lac de Tibériade, du nord du lac de Tibériade, sur la Syrie. Donc voilà, heureusement que nos défenses aériennes ont pu intercepter les missiles. Bon, il y a un nombre d'entre eux qui a été intercepté, mais d'autres sont arrivés. Ces agressions répétées au vu et au su du monde entier bénéficient d'une complicité totale. Moi, je n'ai pas peur de le dire, une complicité de l'ONU, une complicité du monde entier, aussi du monde occidental surtout, qui continue toujours à soutenir cet état d'occupation fantoche, et qui soi-disant justifie en disant il a le droit de se défendre, de défendre sa sécurité. Alors pour l'instant, moi je n'ai jamais vu d'agression dans le sens inverse en fait. La Syrie n'a jamais agressé Israël, etc. Il n'y a jamais eu d'agression contre eux, mais c'est plutôt l'inverse, c'est eux qui agressent tout le monde et qui crient au diable, qui crient au loup. Donc, il est temps quand même, et fort heureusement, enfin, les ministres des Affaires étrangères et puis les représentants de la Syrie n'arrêtent pas de dire et de condamner effectivement aussi bien dans les réunions de l'ONU que dans les réunions du Conseil de sécurité, etc. Ils n'arrêtent pas de condamner, de demander effectivement à ces institutions qui sont censées défendre la paix dans le monde, etc., de condamner, mais jamais il n'y a de condamnation. Et surtout, on exige quand même l'application de la charte de l'ONU et des résolutions concernant l'occupant israélien et qui réglemente les relations dans la région. Eh bien, pas du tout. Alors, il n'y a pas d'oreille qui est attentive et il n'y a pas de ce qui se confond complètement, non seulement avec le soutien total, mais c'est aussi le soutien à toutes ces agressions, en fait, puisqu'elles se passent dans toute impunité et il y a un refus de les condamner. Donc, encore une fois, nous pouvons renouveler effectivement notre exigence de l'ONU qu'elle joue son propre rôle de défense de la justice déjà et de défense de la sécurité
dans le monde parce que ces pratiques aussi, elles vont inévitablement conduire à une guerre de grande ampleur d'ailleurs dans la région. Si ça Oui. explose, ça va exploser vraiment de très grande manière. C'est malheureusement toujours Très... ce deux poids deux mesures dans l'application du droit international, dans le respect du droit international. On demande à la Russie de le respecter alors que les Israéliens, les Américains, la France, etc. sont les premiers à le bafouer, ce droit international. C'est ce deux poids deux mesures Absolument, qui est insupportable à beaucoup. On va parler tout à également fait. dans le nord de la Syrie, il y a eu des bombardements conjoints syro-russes. Alors, Est-ce que tu peux nous en parler? ce que je peux dire, en fait, puisqu'on est dans les condamnations de toutes ces agressions, il faut savoir quand même que la Syrie est agressée depuis 12 ans maintenant par les forces de l'OTAN qui interviennent par proxy, donc par des bandes de terroristes qui nous ont envoyés de dizaines, voire de centaines de pays. Tout ça par le biais aussi de la Turquie, puisque nous avons de grosses frontières avec la Turquie qui avoisinent 1000 kilomètres, hein, donc dans le nord de la Syrie. Tous ces terroristes ont filtré par la Turquie, donc, et ils ont commis les pires Massacre? massacres Mhm. aussi. Absolument, des massacres, des destructions, la destruction de l'infrastructure du pays, la destruction aussi des défenses. Ils ont commencé par la destruction des défenses, la destruction des centrales de production électrique, la destruction des centrales de distribution d'eau, etc., etc., la destruction même des terres à travers une pollution systématique des terres et des eaux souterraines, que la Syrie a réussi à contenir et à repousser depuis, donc ça a commencé en 2011 et en 2019, je peux dire, la totalité ou voire 90% de la Syrie a été libérée et à nouveau sous contrôle de l'État syrien. Il reste deux régions, la région du nord d'Idlib en fait, hein, puisque le sud, Khan Sheikhoun, a été libéré aussi en 2018, hein, 19, et en 2019, effectivement. Voilà, et aujourd'hui, il y a quand même des hordes sauvages de ces groupes-là, le groupe Al-Nusra, Hayat Tahrir al-Sham, l'armée syrienne libre, etc., qui sont tous soutenus par des factions différentes, soutenues par la Turquie, c'est clair, des factions différentes. Et puis de l'autre côté, du côté nord-est de la Syrie, Hasakeh, qui est un grand département quand même, c'est une ville et un département, qui est aussi Al Jazira. En fait, c'est la grande partie, je dirais, qui est le grenier de la Syrie, et là où se trouvent aussi les puits de pétrole et de gaz, ils ont été occupés aussi par la Turquie, en partie par la Turquie, en partie par les États-Unis, et par un groupe qui se fait appeler FDS, Front démocratique syrien, qui n'a ni rien de démocratique, rien de syrien. Ce sont des hordes qui sont venus de Wadi Kandil, en fait, de Turquie, des Kurdes, effectivement, une partie des Kurdes, et il y a d'autres qui ne le sont pas, et qui sont là et qui en fait travaillent avec les Américains sur la réanimation de Daesh de temps en temps, et puis ils jouent, et c'est eux aussi qui aident à extraire le pétrole syrien que volent les Américains tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a des centaines de citernes qui partent remplies de pétrole syrien, alors qu'en Syrie, on n'a même plus d'essence pour circuler, on n'a pas de fuel l'hiver pour se chauffer, on n'a pas de fuel non plus pour faire fonctionner les centrales de production électrique qui ont été réparées avec les difficultés, sachant que la Syrie aussi
avec toutes ces agressions, l'agression la plus criminelle et la plus grosse aussi des États-Unis, c'est la soi-disant loi César, qui est un embargo, un blocus étouffant, qui étouffe la population, qui étouffe le peuple et qui étouffe soi-disant tout ça pour un changement de régime, un changement de la... Donc, effectivement, là, ces derniers temps, la Syrie avec la Russie ont décidé d'en finir avec les terroristes qui ont agressé à plusieurs reprises, je le rappelle quand même, la base d'Ahmeyim aussi, de la Russie, et qui ont causé le décès de plusieurs officiers, de nombreux officiers russes. Voilà. Et là, on s'est mis d'accord. Là, ça a été, je dirais, la décision, c'était effectivement de faire évacuer effectivement ces terroristes, puisque la Turquie, à chaque fois qu'on lui dit d'appliquer les décisions qui ont été signées, les décisions d'Astana, qui ont été signées à Astana en Ouzbékistan, effectivement, et ils n'en ont jamais, ils ne l'ont jamais fait. Et à chaque fois, ils disent ah ben nous, de toute façon, les terroristes, on peut rien faire contre eux parce qu'ils sont complètement indépendants, etc. De ce fait, donc là, le bombardement a eu lieu et c'est très bien. Il est important et il est temps parce qu'ils n'arrêtent pas d'embêter et de lancer des missiles contre les villages et les habitants des villages avoisinants. Mhm. Donc voilà, c'est parti, c'est une très bonne chose et nous en sommes ravis, mais il faudrait que ça continue. De l'autre côté aussi, il y a eu les Russes qui ont envoyé des délégations aussi, donc du côté de Hasake, pour convaincre, et c'est pas la première fois d'ailleurs, le FDS Qassad justement, de dire de toute façon, votre avenir est plutôt avec l'État syrien, qui lui n'a jamais refusé le dialogue et qui aujourd'hui, en plus d'ailleurs, il y a des élections locales, puisque eux, ils demandent effectivement à ce qu'ils puissent être participer dans la gestion des régions où ils habitent. Bon, que de toute façon, on a une loi, un code et une constitution et une loi d'élection locale et une loi pour le pouvoir locaux dans lequel vous pouvez vous investir et vous pouvez construire comme tout le monde avec un sens responsable et comme tous les citoyens syriens en participant à votre propre bien-être et au bien-être du pays, mais sous le couvert de l'État-nation, de la nation syrienne et de l'État syrien. Donc là, à chaque fois, effectivement, Qassad, à chaque fois qu'il voit que les Américains commencent à leur tirer dessus et à être dans l'autre camp ou à arrêter leurs subsides, ils courent pour discuter avec l'État syrien. Et sinon, après, ils reviennent, les Américains reviennent. Et là, les Américains sont en train de les armer avec des armes lourdes, avec des blindés, avec des lance-missiles qu'on peut porter sur l'épaule. Avec des armes, des guérades, des Tao, etc. Et donc là, ils sont tout à fait contents et ils reviennent du côté donc des Américains. Il faut savoir que Qassad, il y a dans leur prison, ils dominent le camp Al-Hol qui est dans le nord-est de la Syrie. Ce camp Al-Hol contient des milliers de personnes, mais qui sont des familles de Daesh. Les familles, il y a des crimes, il y a une situation de crime et de drogue, etc., de tuerie tous les jours. Et ce sont des étrangers, en fait, à la Syrie, donc
des Français, des Suédois, Des Tunisiens. des Hollandais, des gens de tous les pays, des Tunisiens, et personne de ces pays ne veut voir venir, ne veut s'en occuper, alors que la Syrie a bien dit, bah, écoutez, venez reprendre vos citoyens, quoi, et discutons-en. Eh bien non, alors qu'il y a quand même régulièrement des journalistes américains qui filtrent par on ne sait où et qui viennent, qui font des témoignages, etc., qui font des reportages, pardon, pas des témoignages, pour montrer les conditions de vie terribles dans un camp de tentes qui est là, 50 degrés à l'ombre en été, et puis moins 15, moins 20 en hiver. Donc, c'est des conditions de vie absolument terribles. Il y a des femmes, des enfants, etc. Mais n'empêche, ce sont les familles des combattants de Daesh, et ça devient un vivier pour le recrutement aussi de terroristes systématiquement. Donc, ce camp Al-Hol, il est aussi il y a de temps en temps, alors les Américains prétendent que les combattants de Daesh sont partis de ce camp, et il y a des combattants de Daesh, ou en fait les terroristes de Daesh, ils sont dans les prisons de Qassad et qu'ils ne peuvent pas, comment dire, ils n'arrivent pas à les maîtriser. Donc, de temps en temps, il y a des terroristes qui s'échappent et qui font des attentats contre l'armée syrienne, contre le peuple syrien, etc. C'est, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains gardent ce truc. À chaque fois qu'ils veulent réactiver Daesh, ils réactivent Daesh pour se donner une raison, ou pour dire devant le monde, on est là pour combattre le terrorisme, donc voilà, Daesh n'est pas fini. Alors qu'à chaque fois que Daesh était terminé, ou presque, il bombardait, les Américains bombardent l'armée syrienne pour que Daesh puisse sortir. Donc, en fait, voilà, c'est un peu le prétexte, je dirais. Là-dessus, c'est important de voir que c'est le prétexte américain. Qassad est toujours en va-et-vient. Et puis là, récemment, donc, les Russes ont voulu effectivement faire pression sur Qassad pour leur dire écoutez, votre avenir, vous avez vu comment les Américains traitent leurs alliés, vous avez vu en Afghanistan, vous avez vu les autres pays, comment ça se passe, ils les larguent un peu en dernière minute. Donc, votre avenir, c'est plutôt de traiter avec l'État syrien et puis de rester implanté dans vos terres, etc. Alors, ça ne marche pas. Voilà. Donc, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc, pour revenir, je passe de ce côté. On voit subitement aussi que Erdogan, qui est rentré, comment dire, dont les forces ont envahi quand même à l'espace de 30 km à l'intérieur de la Syrie, on voit que lui, il commence à parler de discussions avec la Syrie et de discussions même avec le président Assad. Oui, il y a eu récemment donc, l'organisation de la conférence de l'organisation du Conseil de Shanghai. Pardon, l'organisation de coopération de Shanghai, excusez-moi, à Samarcande, et à l'issue duquel donc l'Iran est devenu membre à part entière. Effectivement, il y a eu ces déclarations d'Erdogan. Voilà. Oui, mais c'est pas la première fois en fait. Déjà avant, on procédait. Son ministre des Affaires étrangères a dit que de toute façon, la seule possibilité pour qu'on puisse avoir la paix dans la région, c'est que Erdogan discute avec Assad, que la Syrie et la Turquie redeviennent des pays voisins normaux, etc. Mais tout ça, en fait, c'est aussi, on peut dire, c'est à la fois le changement de conjoncture dans le monde, effectivement, parce que n'oublions pas quand même que la Turquie est un pays de l'OTAN,
mais c'est un pays qui se rapproche de plus en plus de la Russie, qui a commencé à avoir un rôle important puisque c'est la Turquie qui a pris le transfert des céréales à partir de l'Ukraine et la sortie des céréales à la fois russe et ukrainienne de la mer Noire et de sa distribution, entre guillemets, dans le monde. Et voilà. Donc la Russie a aussi pris ce rôle important, aussi de médiateur avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Et la Russie, n'oublions pas, la Russie avait commencé effectivement l'oléoduc ou le gazoduc du sud, hein, là, sud avec la Turquie, le gazoduc sud. Donc, la Russie tient à la Turquie, mais par contre, la Turquie, elle est à la fois, la Turquie, elle a aussi, Erdogan fait face à des élections importantes, là, maintenant, l'année prochaine. Donc, le peuple et tous les partis de l'opposition lui reprochent l'existence ou la présence d'un tas de réfugiés syriens. Il y a plus de 3 millions de réfugiés syriens en Turquie, qui pensent avoir provoqué des crises économiques. Et d'un autre côté, il y a les terroristes aussi qui sont restés en Turquie. Donc, il y a la sécurité en Turquie qui est menacée. Et lui est menacé de ne pas être réélu. Il faut savoir quand même que l'année dernière, il y a quelques années, il a perdu Istanbul, qui est une grande ville. Il a perdu dans les élections locales, alors qu'il a fait recommence reprise, il a toujours perdu. Il est important d'avoir effectivement. Il y a des petits problèmes de connexion, Aïssa. Il est important pour Erdogan d'avoir. C'est aussi, il est important pour Erdogan d'essayer de regagner les élections et d'essayer de regagner la confiance du peuple. Hein. Donc, il est en train de faire à nouveau donc, une offensive de charme pour le voisinage d'un côté et puis une offensive, je dirais, contre les terroristes de l'autre côté. C'est ça, en fait, qui explique son comportement. Maintenant, d'un autre côté, objectivement, il est certain que de toute façon, il est important d'avoir des bonnes relations avec le voisinage. Donc, une bonne relation avec la Syrie, elle va servir à la fois la Syrie et lui aussi, la Turquie, puisque la Syrie est aussi la porte des autres pays arabes, la porte du Liban, de l'Arabie saoudite, etc., physiquement, géographiquement, j'entends. Donc, voilà, il a tout intérêt à ça et il tient ce discours-là. On verra ce que ça va donner. Alors, j'en profite pour mentionner qu'il y aura une conférence organisée par l'Académie de géopolitique de Paris le 22 septembre à Paris. À 16h avec l'invité, donc c'est l'ambassadeur de Turquie en France, ce qui permettra peut-être de voir un petit peu plus clair dans la stratégie géopolitique d'Erdogan, qui c'est vrai a pas mal évolué ces derniers temps et qui reste relativement peu lisible pour la plupart des commentateurs. C'est vrai que beaucoup le disent opportuniste. Ça c'est intéressant. Oui. Alors Poutine a fait des déclarations aussi en marge de l'OCS. Et puis également avant, on en parlait en préparant cet entretien, à propos de l'engrais et les céréales. Est-ce que tu me mentionnais que... En fait, il a effectivement constaté que de toute façon, ces criminels, excusez-moi, les sanctions, entre guillemets, les sanctions qui sont imposées à la Russie pour les engrais, il y a toujours un empêchement ou un embargo sur les engrais.
Lui, il dit, moi, je suis prêt à exporter les engrais et à les donner gratuitement aux pays pauvres, parce que si on continue comme ça, il va y avoir une grande famine mondiale. Et ça, moi, je refuse en fait qu'il y ait cette famine que l'Occident est en train de créer. L'OTAN, il est en train de créer parce qu'ils veulent casser l'économie russe. Donc là, ils proposent effectivement à ce que ce soit un don aux Au pays pauvre. Alors, pays au pays pauvre. pauvres Ce que tu soulignais et en préparant aux l'interview, pays agricoles. ce que tu soulignais en préparant l'interview, c'est que on entrait dans la saison des semailles et que si on loupe cette fenêtre de un mois ou 2 mois avec les engrais, ben, en termes de quantité, on n'y sera pas, quoi. Donc c'est vraiment maintenant ou jamais, Ouais, quoi. exactement. Pour les récoltes pour Mhm, mhm. l'année à venir. Tout à fait, c'est ce qu'il dit lui-même. Alors, Tout à fait. les céréales également, donc il a accusé, enfin il a souligné le fait que les céréales pour l'instant vont très très majoritairement en direction des pays riches. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est vrai que l'Occident Oui, a joué là-dessus. totalement, même aux compagnies américaines et européennes et qui sont revendues aux pays pauvres. Donc, en fait, ça fait un double gain pour les compagnies riches et pour les pays riches. Et en fait hein, ça appauvrit encore plus les pays pauvres et ça provoque aussi des famines. Alors, une dernière chose que Poutine a souligné dans cette séquence, c'est que finalement, si on regarde bien effectivement les terres agricoles ukrainiennes, depuis 10 ans, il y en a une part énorme qui est passée sous contrôle, sous la propriété, sous propriété américaine, que ce Qui ont soit été euh, achetés voilà, effectivement par des par les Américains. Américains Et que du coup, bah, et les céréales que qui sont même les exportées, Ukrainiens en sont privés. ouais, et du coup, mais les céréales qui sont exportées d'Ukraine sont pour bonne partie propriété non pas de l'Ukraine ou de compagnies ukrainiennes, mais propriété de compagnies américaines. Donc ça, c'était Oui. important, je pense, à souligner. Et que même les Ukrainiens en seraient privés, parce Oui. qu'elles ne sont pas leur propriété. Elles sont sur leur terre, mais ce n'est pas leur propriété. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, puisqu'on parle de la Russie et de l'Ukraine, on peut Mm. mentionner le charnier, entre guillemets, dont les médias occidentaux parlent en boucle depuis quelques jours, à Izum. Alors, ça paraît assez étrange, puisque la grande majorité des images ou pour pas dire la totalité des images qui nous sont montrées à la télévision, nous montrent en fait un cimetière militaire avec des croix, dont certaines sont anonymes, comme tout cimetière militaire. Et d'après ce que j'ai compris, après de rapides investigations, donc c'est effectivement les Russes qui, devant le refus des Ukrainiens de récupérer les corps de leurs soldats, ont fait Mm. des sépultures chrétiennes, voilà, rapidement. Mais Mm. il ne semble pas que ce soit une fosse commune au sens strict du terme. Mm. Et puis ça rappelle d'autres mensonges par rapport à d'autres massacres. On se rappelle de celui en Roumanie, etc. Et Je plein d'autres. voudrais, Et en euh, Yougoslavie. Si tu peux ce que je voudrais dire, c'est dans cette guerre, comme dans la guerre contre la Syrie, comme dans la guerre contre l'Irak, le mensonge est roi dans les médias occidentaux. Et donc là, effectivement, il reste fidèle à cette règle, hein. La règle du mensonge, mentez, 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 les peuples vont finir par croire que c'est la vérité. C'est exactement ça ce qu'ils ont fait. Ils ont fait par rapport au massacre de Poucha. Ah, ils n'ont pas arrêté de dire que ce sont les Russes qui l'ont fait, alors que c'est faux, c'est eux qui l'ont fait. Et tous les massacres qui sont menés par les hordes nazies, ils sont mis sur le compte des Russes et le compte de leurs alliés. Et en fait, là, ça vient comme dans la même lignée, je dirais. Moi, je voudrais quand même rappeler aux personnes vous rappelez, il y a quelques années, en Roumanie, on avait dit, ah là là, on avait trouvé un charnier, le Timisoara, etc. Et quelques années après, Ça coupe beaucoup là. a dû fermer. C'était la 5 à l'époque, elle a dû fermer. Et elle a dû fermer parce que ça s'est avéré un gros mensonge, tellement gros qu'ils étaient obligés de fermer. Alors oui, Et c'est vrai que la connexion est très mauvaise.
Oui, la connexion est mauvaise, donc juste, je reprécise ce que tu viens de dire, effectivement, donc ce faux charnier a été débunké, effectivement, à l'époque, et effectivement, il s'est avéré que c'était de la propagande pour diaboliser celui qu'on veut faire tomber. Là, effectivement, on veut faire tomber Poutine, donc on diabolise Poutine, et on diabolise aussi l'action de l'armée russe, comme si c'était Poutine qui Mm. avait... Bon, bref. C'est toujours la Oui, même oui, technique, hein, ça a été utilisé contre Bachar al-Assad, ça a été utilisé contre plein de chefs tout d'État. à fait. Contre Saddam Hussein, contre Kadhafi, contre mais tout le monde. Enfin, c'est incroyable, hein. Et alors, Même contre Chavez, hein, rappelons-le, il y a quand même des et espoirs, contre hein. Allende. Tous les peuples ne sont pas dupes de ces manipulations et de ces manigances, et beaucoup refusent la guerre. Beaucoup refusent d'être entraînés dans la guerre. Et j'aimerais mentionner cette colonne américano-roumaine, une colonne de blindés, de chars, qui s'apprêtait à passer la frontière moldave et qui a été arrêtée par des villageois qui sont opposés en, sous le motif que les Moldaves ne veulent pas de la guerre sur leur sol, ce qui peut se comprendre. C'est très bien, c'est très bien. Je les salue et ça montre bien quand même quand la population refuse quelque chose, elle est capable de le refuser et elle continue effectivement. Moi, je voudrais dans le même sorte d'événements, beaucoup à plusieurs reprises et quand même nombreuses fois, les paysans syriens à Al Jazeera, ils ont réussi à arrêter des convois américains qui voulaient rentrer dans des villages et qui voulaient traverser. Donc, ils les ont arrêtés, mais à coups de jets de pierre, hein. Donc, voilà, quand il y a une détermination de la population, ils réussissent. Mhm. Euh, il y a eu également... alors on va peut-être revenir sur la Syrie, parce qu'il y a un événement Oui, important qu'on a il oublié y a de un commenter. événement important. C'est la reprise des relations entre le Hamas et la Syrie, après 10 ans Oui, d'interruption. alors, C'est quand même un fait notable. oui, c'est un fait important, bien sûr, très important, dans le cadre de l'axe du front de la résistance. Hamas s'était allié à la Turquie et à Qatar, comme ce sont des frères musulmans. Dans ces 10 années d'agression contre la Syrie, Hamas était plutôt dans le camp adverse, hein, malheureusement, alors que la Syrie avait bien accueilli, a toujours soutenu la lutte du peuple palestinien. Elle a toujours soutenu la lutte, d'ailleurs, ce qu'il lui faut une haine totale de la part de Des l'État sionistes. fantoche d'Israël et des sionistes qui visaient et qui visent toujours la destruction totale de la Syrie. Après, à la suite d'une réunion, d'une rencontre aussi au sein de l'ensemble des factions palestiniennes, donc il y a eu à nouveau cette vérité qui a émergé que de toute façon, il est important pour toute personne ou toute organisation ou tout pays, tout peuple dans l'axe de la résistance qu'il soit bien avec la Syrie, parce que la Syrie a toujours soutenu cette lutte contre l'État fantoche d'Israël et que sans la Syrie, rien ne va. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est une reconnaissance du rôle de la Syrie et envers la Syrie qui a toujours soutenu la résistance palestinienne. Mhm. Maintenant, ça c'est un point important, mais en fait, ça a été la déclaration, elle a été hier, et il est important aussi de donner je peux dire l'autocritique et puis les excuses, etc., parce que les dégâts ont été vraiment importants et, et pas peu, aussi bien au niveau de la population d'ailleurs, et qu'au niveau des structures, des infrastructures, etc. Mhm. Donc, ça, on attend. Je dirais, moi, j'attends la suite et tout le monde attend la suite, les faits et puis l'ensemble des choses qui expliquent et des excuses et je dirais la participation aussi à la reconstruction parce que si on peut pas détruire comme ça et dire excusez-nous, on s'est trompé.
Voilà. Alors, dernier point, je voudrais quand même Je- revenir dessus, puisqu'on est dans la Syrie. Vas-y. Vas-y, Hein? vas-y, je t'en Vous prie. allez parler des élections. C'est de ça que tu voulais parler? Oui, 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 mais vas-y, c'est très bien. D'accord. Parce que tu l'as Donc, mentionné tout à l'heure quand tu parlais aujourd'hui, Asake, quand tu parlais oui, des oui, cassades voilà. et de... Oui, mais là, c'est important quand même de dire, aujourd'hui, il y a effectivement les élections locales et régionales en Syrie. Je voudrais dire quand même que c'est là, pendant toutes ces années de guerre, la Syrie a toujours respecté les échéances électorales et constitutionnelles. Elle a toujours aussi respecté comment dire, tout ce qui est à la fois constitutionnel et institutionnel, alors que tout un tas de pays, tous les pays qui veulent agresser la Syrie, qui l'ont agressée, ont mis toujours des bâtons dans les roues pour ces organisations. Je voudrais rappeler quand même que des pays qui se disent démocrates, comme la France, l'Allemagne, etc., tous les pays européens ont interdit les élections, que nous élisions notre président en 2014. Ils nous ont interdit de participer aussi, etc. Enfin, pas de participer, parce que normalement, les gens qui habitent à l'étranger, les pays doivent organiser ces élections pour eux. Donc voilà, là, aussi bien les élections du Conseil de l'Assemblée nationale, les élections présidentielles, il y en a eu deux, et maintenant ce sont les élections locales. Et pour moi, il y a un grand nombre de représentants, il y a une grande participation de la population. Il y a une grande participation des femmes aussi, chose qui est très intéressante et très importante, parce que cette guerre a aussi donné aux femmes beaucoup de tonus, puisque les hommes étaient soit partis, soit sous les drapeaux. Donc, je pourrais dire aussi, c'est un peu le lancement de la reconstruction en Syrie, et puis surtout de l'appropriation du pouvoir local par les locaux, donc par les gens qui sont très proches de la terre, qui savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils veulent faire, etc. Et donc d'ailleurs, d'après la déclaration du Premier ministre, ce sont le niveau opérationnel comment dire, euh, du pouvoir actif. Donc, c'est très, très bien que ce soit comme ça. Et l'État a vraiment beaucoup encouragé la participation à ce stade. Je dirais, ces élections, elles se terminent ce soir à 7 heures. Et donc, toutes les démarches ont été effectivement effectuées de manière constitutionnelle et de manière démocratique. Alors, la connexion est vraiment mauvaise, mais on a compris l'essentiel de ton propos. Il y a encore deux points que je voulais aborder avec toi avant de clore ce site web, parce que c'est vrai qu'on arrive à la fin. En Tunisie, Enarda se retrouve en justice pour s'expliquer sur l'envoi de djihadistes en Syrie. Est-ce que tu peux commenter cette information? Non, mais ça a coupé complètement. Là. Ok, alors je vais reprendre. Je disais en Tunisie, est-ce que tu m'entends? En Tunisie? Allô, Aïssar, est-ce que tu m'entends? Non? Oui? Oui, Donc oui, en oui, oui, Tunisie, je t'entends. Enarda s'est retrouvé Oui, donc en justice récemment pour s'expliquer sur l'envoi de djihadistes oui, tunisiens en Syrie. Parce que c'est vrai que les Tunisiens tout à formaient fait. un des plus gros contingents de combattants étrangers sur le sol syrien. Et depuis des années, des forces politiques tunisiennes exigeaient du pouvoir, de l'État, en fait, qu'il y ait une explication sur l'envoi de djihadistes. Mais dans la mesure où Ennahda était chef du Parlement et il était dans toutes les institutions, et que maintenant le président Kais Saïed a éjecté justement Ennahda,
maintenant, ça devient possible, effectivement, de les interroger sur les crimes terroristes, hein, sur les crimes, l'envoi de terroristes en Syrie, d'une part, et d'autre part, sur l'assassinat de Al-Brahmi et de deux grands leaders politiques aussi en Tunisie. Donc, ça, c'est une très bonne chose, hein, et c'est une grande avancée pour moi. Je pense que je salue. Ok. Et alors, dernier point qu'on n'aura probablement pas le temps de traiter en profondeur, il y a eu, on peut mentionner quand même la mort de la reine d'Angleterre. Et c'est vrai que la plupart des rétrospectives à la télé en Occident, c'est pas très étonnant, Ouais. passent sous silence en fait toute la politique impériale de la couronne d'Angleterre et qui a continué sous la dernière reine, hein, un règne qui a duré fort longtemps. Et au début, au début de son règne, c'était l'Angleterre. Effectivement, qui de son propre chef menait des opérations dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est plus des suiveurs des États-Unis, mais toujours dans cette logique de fauteur de troubles. Est-ce que tu peux nous commenter ce que t'inspire la mort de la reine d'Angleterre? À tes souhaits. Excusez-moi. Merci. Effectivement, c'est pas. En fait, il est important qu'à cette occasion, qu'on puisse rappeler les 70 ans, je dirais, de crimes du pouvoir britannique vis-à-vis de tous les peuples du monde. Si je m'en tiens effectivement au peuple de notre région, d'abord la promesse Balfour, la création de l'État d'Israël, ce sont les Britanniques qui étaient à l'origine de cette création à partir de hordes sauvages terroristes, Ergun, Haganah et Stern, qui ont été dépêchés en Palestine, qui était sous le mandat britannique, donc suite à la division, à l'accord, ça explique entre la France et l'Angleterre qui se sont partagés le règne de l'Empire malade qui était l'Empire ottoman. Donc, voilà, La connexion est vraiment trop l'Égypte mauvaise. en 56, Aïssa, la création de... la connexion est Ouais, vraiment trop mauvaise. On comprend un mot sur deux donc on de ta arrête, ouais. rétrospective, malheureusement. Malheureusement. Alors, Dommage. je vais juste mentionner quand même ce petit visuel que je ferai peut-être apparaître dans le montage vidéo, où on voit la reine d'Angleterre en tenue d'apparat. Et c'est un assez bon résumé qui montre tous les bijoux qu'elle a, toutes les couronnes, les sceptres, etc. Avec les éléments, les diamants qui ont été pillés, qui en Afrique du Sud, qui en Iran, ou pardon, en Iran, en Inde et dans plein d'autres pays. Et tu mentionnais la Syrie. Oui, en fait, c'est eux qui étaient à l'origine de la création de l'État d'Israël. Ils l'ont toujours soutenu, Oui. donc dans toutes les guerres. La connexion est trop En mauvaise, 50, tu ne m'entends pas voilà. bien, Aïssar, et Oui, oui, on n'arrive pas bien à oui, se comprendre. On a oui. réussi à aborder l'ensemble des points qu'on voulait aborder. D'accord. Peut-être qu'on parlera un peu plus longuement la prochaine fois Hmm, de la mort de la reine d'Angleterre. Il y a un point qu'on va certainement aborder au prochain Citrep, c'est la situation en Arménie, Azerbaïdjan, hmm. dont on n'a pas du tout parlé. Et dans toute la ceinture, une ceinture de feu qui est en train de naître autour de la Russie finalement, qui est assez inquiétante. On n'a pas non plus parlé du phénomène de braquage des banques au Liban et de ce que cela représente. C'est Voilà, pas grave. on en parlera la prochaine fois peut-être. Ouais. Ok, Aïssar Midani, merci beaucoup pour tes analyses et les informations que tu nous as apportées. Et donc je rappelle que tu es en direct Merci depuis beaucoup. Parce de, qu'on n'entend plus rien. voilà, tu es de Damas, et ce qui explique aussi, tu es à Damas, et ça explique pourquoi la connexion est pas facile entre la France et Damas au niveau internet. En tout cas, merci beaucoup. Chers internautes, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, et je vous embrasse tous. À bientôt.